est-il bien utile de discuter de ce qu'est un territoire? Est-ce que ça vaut la peine d'y passer 5 minutes? Est-ce qu'il n'y a pas une notion plus évidente que celle-là? Vous allez voir que non. Et que, au contraire, comprendre ce qu'est un territoire est un préalable à comprendre la gouvernance territoriale et que, par certains côtés, un territoire, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. De nouveau, comme pour la gouvernance, il faut faire un détour par l'histoire. Projetez-vous à la fin des années 60. C'était le début de ma carrière professionnelle. On n'aurait pas parié 2 sous sur l'avenir des territoires. C'était anecdotique, le territoire. C'était le passé. Effectivement, commençons par comprendre comment, en 2 ou 3 siècles, l'idée même de territoire, des spécificités de chacun d'eux, était progressivement balayée par l'idée de progrès. On le voit très bien, là encore, si on revient à l'époque de la Révolution. Le débat entre Girondins et Jacobins. Déjà à l'époque, le territoire, c'était le passé. C'était toutes ces pesanteurs, héritées de la tradition, héritées de la superstition, tout ce monde de l'Ancien Régime, que la Révolution, la modernité, avaient vocation à balayer. Souvenez-vous du XVIe ou du XVIIe siècle, on parlait du roi de France avec ses bonnes villes. Ces bonnes villes. Ces villes, ça avait une réalité sociale, économique, politique, formidable. Et puis, petit à petit, le monde change et le territoire commence à s'estomper au plan politique et même, je dirais, au plan philosophique. On pourrait multiplier à cet égard les exemples. La science, jusqu'à ce qu'on appelle l'époque moderne, était une science des milieux, était une science qui s'intéressait au local. Avec l'influence de l'astronomie, puis le triomphe de la mécanique newtonienne, et puis les développements de la chimie, on commence à s'intéresser de moins en moins à ce qui est la spécificité de chaque milieu pour s'intéresser à des lois universelles. Et ça a duré très longtemps. L'exemple le plus significatif est celui de l'agriculture. Un livre passionnant vient d'être publié qui s'appelle l'histoire politique des semences. Qu'est-ce qui a l'air d'être moins politique qu'une semence? On voit à quel point tout le mouvement dit moderne sur les semences s'est intéressé jusqu'à une date relativement récente à produire des variétés qui se soustrayait à la considération pourtant historiquement majeure de l'adaptation au milieu. Au nom de la science, on a produit des semences qui étaient censées valoir autant dans la zone méditerranéenne que dans la zone océanique. Tout le mouvement de l'agriculture moderne, jusqu'à son renversement il y a peu, est un mouvement d'affranchissement du milieu. Depuis le XIXe siècle, on se dit, mais c'est quoi le sol? C'est des éléments chimiques à apporter à la plante. Et après tout, les qualités du sol importent moins que de doser cet apport par des engrais chimiques. La lutte biologique qui implique une connaissance détaillée de l'écosystème
au diable, introduisons des insecticides, voire introduisons des organismes génétiquement modifiés qui vont produire eux-mêmes l'insecticide. Donc la modernité s'est identifiée pratiquement à la capacité à dépasser la résistance et la spécificité des milieux. Un grand mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot disait à juste titre, il y a deux types de sciences. Il y a la science qui consiste à chercher des lois universelles, donc applicables partout, et la science qui consiste à chercher une bonne réponse dans un contexte donné. Les deux démarches sont également scientifiques. Mais ce qu'on a identifié comme la modernité était réduit à la première, à la recherche de lois universelles, et ça a marqué notre économie, ça a marqué notre société de manière extrêmement profonde. Les territoires de l'ancien temps, justement, c'était les résistances du passé, à l'image de cette diversité de poids et mesures qui caractérisait la science la France de l'Ancien Régime et qu'il fallait remplacer par une unification. Et ce qui est très intéressant à cette époque-là, c'est qu'on voit le même mouvement dans la politique et dans l'économie. Ce que j'ai appelé l'utopie de la société sans grumeaux. L'utopie d'une société sans aspérité. Ce n'est pas un hasard que l'économie se soit fondée sur la théorie du marché parfait. C'est quoi un marché parfait? C'est un marché où chacun est atomisé. Pas de problème de mode, de lien, d'influence sociale réciproque, etc. Non, c'est chaque individu face au marché. Et vous savez très bien que la Révolution a cherché à supprimer tous les corps intermédiaires, à supprimer les corporations, comme autant de résistance à la modernité, résistance au changement. De Gaulle avait une fameuse formule à propos de l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. L'Angleterre, je la veux nue. Il entendait par là, je la veux débarrasser de cette pesanteur, de ces anciennes colonies, de ce Commonwealth qu'elle traîne maintenant derrière elle comme un boulet, je la veux toute seule. Eh bien, d'une certaine manière, l'État fait la même chose par rapport à la société. Les citoyens, je les veux nus. Je les veux détachés de leur pesanteur, de leur religion, de leurs appartenances à des régionales, marquées par des langues régionales, marquées par des coutumes. Donc la construction de la modernité s'est faite d'une certaine manière sur le modèle de l'universalité de la raison et de l'État. Et on a vu effectivement, très concrètement, le reflux des spécificités locales pendant le XVIIIe, le XIXe et une bonne partie du XXe siècle. Qu'est-ce que c'était qu'une ville marchande d'avant la révolution industrielle? C'était une ville caractérisée par un milieu, comme l'agriculture était caractérisée par un milieu, avec ses notables, avec ses traditions, avec ses clans, avec ses minorités, et c'est à travers ça qu'on réduisait les coûts de transaction. Qu'est-ce que c'était que le commerce à long cours à l'époque? C'était se faire confiance mutuellement pour se prêter de l'argent. Ça reposait complètement sur des systèmes de confiance mutuelle. Et l'économie était locale. Arrive l'industrialisation, il se passe le même phénomène que dans l'agriculture. On fait abstraction du milieu pour créer des usines. Et petit à petit, ces usines appartiennent d'un pouvoir de plus en plus concentré, de sorte que le pouvoir échappe aux notables locaux, échappe aux classes dirigeantes locales, dans la plupart des cas, surtout dans un système décentralisé comme la France. Souvenez-vous du fameux livre de Granier, Paris et le désert français, la concentration progressive de toute la vie économique et politique sur la capitale. Et puis arrive maintenant la voiture, le téléphone, parce qu'il n'était pas encore Internet, et on annonce la fin des villes. Les villes, mais c'était quoi les villes? C'était lié au coût de transport, de la formation, des biens. C'est fini tout ça. De même qu'on fabrique une société isotrope, où quelle que soit la direction vers laquelle on va, ça a les mêmes qualités, on fabrique un espace isotrope. Il n'y a plus besoin
des villes. Et donc, le territoire, la ville, au moment de l'après-guerre, ce sont des résidus du passé.